Alors, dans mon expérience professionnelle, un peu comme beaucoup de traducteurs dans cette salle, j'ai été confronté à une très grande variété de textes, des contrats de fourniture, des conditions générales de vente de fabricants de moquettes. C'est moins glamour que beaucoup de choses dont on a parlé ici, des statuts de société. J'ai eu aussi la chance de participer à des projets de traduction de grande envergure, comme des traités internationaux, des déclarations universelles des Nations Unies, et la traduction d'un certain nombre de codes sous la direction de Juriscope, comme le code de l'environnement, le code de la propriété intellectuelle, code de commerce, code monétaire et financier. Et dans le cadre de ces projets, j'ai pu mettre sur pied ou participer à des équipes pluridisciplinaires, composées de traducteurs, d'avocats bilingues, d'experts de certaines matières juridiques ou même d'ingénieurs dans le cas de l'environnement, par exemple. Et de tous ces gros projets de traduction et des désaccords inévitables et virulents, parfois, qui n'ont pas manqué de se produire entre nous, j'ai tiré un enseignement majeur. Et c'est que 90% des problèmes, 90% des difficultés à se mettre d'accord proviennent d'une vision unilatérale des choses de la part de chacun des participants à ces projets et de ce qu'on pourrait appeler un manque de méthodologie commune de travail. Et j'ai aussi remarqué que dès qu'on arrivait à se mettre d'accord sur une façon de travailler et de résoudre ces problèmes, ça allait beaucoup mieux et tout le monde, pour reprendre les parallèles avec la musique, était capable de jouer la même partition, chacun avec son instrument, c'est-à-dire chacun avec ses compétences particulières et en étant conscient de ses limites. Mais pourquoi est-ce si difficile de se mettre d'accord sur une méthodologie de travail? Et quand je parle de méthodologie, je ne parle pas d'un plan de travail, ni de la nécessité de faire des glossaires, de relire, de réviser, etc. Non, ça, c'est le b.a.-ba du métier. C'est un peu comme se laver les mains avant de préparer à manger. Quand je parle de méthodologie, je parle des outils linguistiques et des procédés qui permettent de résoudre les difficultés inhérentes à la traduction juridique. Pourquoi est-ce si compliqué de choisir et de partager une méthode de résolution des problèmes? Pourquoi est-ce si difficile de trouver des critères terminologiques et stylistiques communs? Eh bien, fondamentalement, et pour résumer mon expérience dans ce domaine en une phrase, parce que toute méthodologie s'insère dans une philosophie de la traduction, une tradition de la traduction, une politique de la traduction, et un contexte de traduction, et que dans tous ces facteurs, il y a des éléments subjectifs qui relèvent davantage de l'opinion que de la vérité scientifique. On ne peut pas dissocier la méthodologie de la philosophie de la traduction, car toute méthodologie s'insère dans une approche globale du métier. Depuis toujours, les traducteurs en général et les traducteurs juridiques en particulier, nous débattons entre une tentation et une crainte. Une tentation, d'abord, celle de rendre nos textes les plus naturels possibles. Selon ce principe, qu'un texte bien traduit, à la limite, c'est un texte dont on ne verrait même pas que c'est une traduction. Et puis, une crainte, la crainte de trahir le texte, et qu'on nous jette cet anathème traduttore traditore. Et bien sûr, il y a ces deux tendances sont toujours présentes dans la traduction. D'un côté, il y a ceux qui prônent ce fameux principe selon lequel une bonne traduction, c'est un texte qu'on dirait rédigé dans la langue d'arrivée. Et c'est bien et c'est tentant, mais utilisé sans discernement, cette philosophie aboutit à vouloir toujours adapter ou transposer la loi au lieu de la traduire. Bon, prenons l'exemple du mot préfet que beaucoup de paysans sont en train de scander sûrement en ce moment. Combien de fois j'ai dû me battre pour qu'on traduise ce mot par prefecto en espagnol, alors que certains experts espagnols qui nous conseillaient à ce moment-là sur le projet en cours proposaient de traduire ce terme par subdelegado del gobierno.
en privilégiant ainsi une équivalence fonctionnelle très approximative, pour ne pas dire totalement fausse, à une traduction historique consacrée, mais qui forcément sonnait moins espagnole. Je suis désolé, je suis obligé de boire à la bouteille parce que mon verre il est percé. Alors à l'autre extrême de cette façon d'appréhender la traduction, il y a ceux qui pensent que tout est différent et qui se méfient tellement des faux amis que leur vie devient un cauchemar. Je me souviens d'un collègue qui pensait que ce n'était pas juste de traduire Premier ministre par Primer ministre, à moins d'accompagner cette traduction d'une note du traducteur expliquant la différence entre les deux fonctions en Espagne et en France pour ne pas induire le lecteur hispanophone en erreur. Bon, imaginez qu'on doive commencer à mettre des notes du traducteur à tout bout de champ pour le moindre concept qui n'est pas identique. Nos traductions ressembleraient alors davantage aux traductions des textes antiques commentés du Moyen-Âge, dans lesquels les commentaires éclairés des moines qui étaient censés guider la traduction étaient souvent plus importants que le texte lui-même. Et à partir de là, il n'y a plus de traduction juridique possible. Le monde est peuplé de faux amis dont il faut se méfier et de glissements sémantiques qu'il faut traquer. Autant dire qu'à ce moment-là, il n'y a plus de place pour la traduction, même d'ailleurs pour la communication humaine, car on met tous un contenu différent dans les mots, y compris lorsqu'on parle la même langue. Alors je fais exprès de prendre ces attitudes caricaturales pour illustrer l'idée que même sans se laisser aller à ces extrêmes, tous les traducteurs, sans exception, oscillons de manière permanente entre ces deux tendances, penchant tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, sans jamais être sûr de trouver le juste milieu. Parce que ce juste milieu, il n'existe pas. Ou plutôt, il est à géométrie variable. C'est-à-dire que d'une part, il n'est pas toujours au milieu, selon le texte auquel on a affaire, et d'autre part, il n'est pas perçu à la même place selon le traducteur. Donc ma première remarque, c'est que toute méthodologie, elle dépendra forcément de cette philosophie de la traduction. Ma deuxième remarque, c'est qu'on ne peut pas séparer méthodologie de la traduction et tradition de la traduction propre à chaque langue et même à chaque pays. On a beaucoup parlé de la traduction comme d'un pont entre deux cultures. Et si on considère que la traduction juridique, c'est une sorte de pont entre deux cultures juridiques, force est quand même de constater que sur ce pont, la circulation n'est pas homogène, qu'il y a des sens de circulation plus fréquentés que d'autres, avec un code de la route qui n'est pas le même selon le sens emprunté. Ainsi, du fait de l'histoire, il y a des langues plus exportatrices de concepts juridiques que d'autres. Il y a des langues qui sont plus ou moins enclines à intégrer des mots étrangers que d'autres, etc. Et tout ça est lié à l'histoire, au passé, colonial ou pas, par exemple, de chaque pays, à sa puissance économique, etc. Ainsi, au fil du temps, il s'est créé des habitudes de traduction propres à chaque langue et à chaque culture juridique. En France, on évite d'utiliser les anglicismes dans les textes de loi. En espagnol, pour certains domaines, comme le domaine financier, on est moins strict sur ce point. Et c'est entre autres pour cette raison que tout ce que je peux vous dire aujourd'hui sur la méthodologie de la traduction juridique ne sera sans doute valable que pour la traduction de certaines langues occidentales vers l'espagnol, qui est ma langue maternelle et ma langue de travail, mais sera parfaitement inopérant pour un traducteur de français en mandarin. Donc, deuxième constatation, la méthodologie dépend d'une tradition, de la tradition juridique qui est propre à chaque langue. C'est-à-dire que bien des procédés utilisés pour résoudre une difficulté juridique dans une traduction donnée dépendent de la manière dont d'autres difficultés semblables ont déjà été résolues dans le passé, et ce passé est différent pour chaque langue. Troisième remarque, on en a parlé beaucoup hier et encore aujourd'hui, il est impossible de dissocier la méthodologie d'une politique de la traduction juridique. Il est évident que la façon dont le traducteur va résoudre un problème ne sera pas la même dans un pays bilingue comme le Canada, où il y a une corrédaction, il s'agit de trouver des équivalents valables pour tous les citoyens, que dans le cas de traduction d'un texte de loi typiquement français, comme par exemple le Code des marchés publics, dont l'objectif est de diffuser, de faire connaître les procédures françaises à un public étranger. Dans le cas des codes, par exemple, on s'est posé la question de savoir s'il fallait traduire le nom des juridictions. Et après avoir pesé le pour et le contre,
en fait, Juriscope a décidé qu'en l'absence d'équivalent fonctionnel satisfaisant, il valait mieux les laisser en français en accompagnant le texte d'un glossaire à l'intention des lecteurs anglophones et hispanophones. Mais on ne pourrait pas traduire un règlement européen en suivant les mêmes critères, c'est-à-dire en laissant des mots étrangers à toutes les pages. Les lecteurs espagnols pourraient accueillir de tels textes comme l'émanation d'une puissance d'occupation presque, ce qui correspondrait bien sûr pas à l'esprit de la construction européenne. Donc, troisième constatation, la façon dont on va résoudre les difficultés d'une traduction dépend de la politique de traduction juridique. Et quand je parle de politique de traduction juridique, c'est la politique d'un État, d'une organisation internationale, d'un donneur d'ordre de traduction ou d'un client, quel qu'il soit. Et les traducteurs sont bien placés pour savoir que les clients demandent parfois n'importe quoi. Enfin, il est impossible de parler de dissocier la méthodologie du contexte de traduction. Et ça, on a moins parlé. Par exemple, on a des difficultés en espagnol pour traduire le concept de redressement judiciaire, qui n'a pas d'équivalent exact dans le droit espagnol, parce que, en résumé, toute la procédure est différente et que pour comprendre ce qu'est le redressement judiciaire, il faut comprendre sa place entre la cessation des paiements et la liquidation judiciaire. Et je reviendrai plus tard, peut-être si j'ai le temps, sur la manière dont on a résolu le problème. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la bonne traduction, du point de vue de la vérité scientifique, qui exige une série de précautions et le cas échéant une note du traducteur avec une définition, eh bien cette bonne traduction n'est pas toujours possible dans certains contextes de traduction. Bien sûr, si je suis en train de traduire le code du commerce où on explique le détail de la procédure, j'essaierai de me rapprocher le plus possible de cette vérité scientifique. Mais si je suis en train de traduire un texte qui parle incidemment du redressement judiciaire d'une entreprise donnée, dans le seul but d'informer le lecteur sur les difficultés de cette entreprise. Cela n'aurait pas beaucoup de sens que je me pose un intégriste de la vérité scientifique et que je complique inutilement la lecture du document en dressant des barrières artificielles entre le lecteur et un texte dont l'objectif n'est pas d'expliquer ce qu'est exactement le redressement judiciaire. Et dans ce cas, le bon sens qui est un mot aussi important que la méthodologie dans notre travail, me pousse à trouver un raccourci en parlant par exemple de procedimiento concursal, c'est-à-dire en reprenant une figure juridique espagnole qui n'est pas l'équivalent exact, mais qui donne l'idée que l'entreprise en question se trouve engagée dans une procédure collective destinée à résoudre une situation d'insolvabilité. Une partie de mon travail est consacrée à l'interprétation de conférences, qu'on parle du redressement judiciaire et que pour des raisons évidentes de manque de temps, je ne peux pas expliquer ce qu'est le redressement judiciaire dans le détail aux gens qui écoutent la traduction avec des casques. Et qu'ensuite il y ait des mauvais interprètes, comme on disait hier, je veux bien le croire. Par contre, qu'une délégation perde 2 ans à cause dans une négociation à cause d'un interprète, ça c'est un peu plus difficile à croire. Mais qu'il y ait aussi des mauvais orateurs qui parlent un charabia impossible qui est difficile à traduire, ça c'est vrai aussi. Donc, quatrième constatation, la méthodologie dépend du contexte de traduction. Je ne vais pas utiliser les mêmes procédés pour résoudre un problème selon la situation de traduction, l'importance d'un concept dans cette situation de traduction, le destinataire de la traduction, etc. Ça n'a rien à voir avec une qualité plus ou moins importante, il s'agit dans tous les cas d'adapter des procédés.